Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Fallait pas l'énerver. Emmanuel Macron a profité du sommet extraordinaire de Bruxelles pour mettre les choses au point avec Moscou. L'allocution télévisée du président français critiquée, pour ne pas dire moquée par le Kremlin, Vladimir Poutine comparant le chef de l'État à Napoléon. La conférence de presse de fin de sommet a donc pris des allures de règlement de compte. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. Vladimir Poutine le compare à Napoléon en faisant référence à l'issue catastrophique de la campagne de Russie en 1812 et pour répliquer, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots. Il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Le Kremlin parle d'une menace après sa proposition de protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français, mais le chef de l'État persiste et signe. Sur la dissuasion nucléaire, on va ouvrir un dialogue à la fois stratégique et technique. Se suivront des échanges au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour regarder d'ici la fin du semestre s'il y a des coopérations nouvelles qui peuvent voir le jour. Emmanuel Macron adresse également un message à Donald Trump. Nous sommes des alliés loyaux et fidèles, que quiconque ose en douter regarde simplement l'histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie tout simplement ce que nous avons pour les États-Unis d'Amérique, que j'ai pour ses dirigeants, respect et amitié. Et je pense qu'on est en droit de réclamer la même chose. Un appel à la loyauté alors que le président américain émet des doutes sur l'engagement de la France envers les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. Un sommet extraordinaire qui s'est achevé sur un constat unanime. L'Europe doit se préparer au pire. Les 27 disent oui au plan d'investissement de 800 milliards d'euros destinés au réarmement. Le sort de l'Ukraine, en revanche, a réveillé les divisions, la Hongrie refusant de signer la déclaration de soutien des Européens. Et dans le même temps, on assiste à un début de reprise de dialogue entre Kiev et Washington. La lettre d'excuse de Volodymyr Zelensky adressée à Donald Trump, considérée comme un pas positif. Le président ukrainien annonce sa présence lundi en Arabie Saoudite, la veille d'une rencontre sur place entre émissaires ukrainiens et américains. Objectif, définir le cadre d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix. Et puis, vous l'avez entendu dans les titres, en attendant, l'Ukraine est toujours la cible de bombes russes. Plusieurs sites énergétiques frappés depuis cette nuit. Des bombardements annoncés comme massifs par Kiev. Pas de bilan pour l'instant. C'est l'événement politique ce matin et c'est sur Europe 1. Le Premier ministre François Bayrou, invité exceptionnel. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari de 8h10 à 9h. Et on a évidemment envie de l'entendre sur l'Ukraine, mais il y a aussi 3 dossiers particulièrement sensibles sur son bureau, Jacques Serret. À commencer par le dossier algérien. François Bayrou s'inscrit dans les pas de Bruno Retailleau, lançant un ultimatum sur l'accord de 1968. Si l'accord n'est pas respecté, il sera dénoncé, a-t-il promis il y a 7 jours, alors qu'Alger refuse de récupérer certains de ses ressortissants jugés indésirables en France. François Bayrou est attendu sur ses véritables intentions, d'autant plus qu'Emmanuel Macron s'est empressé de le recadrer, estimant qu'il s'agissait d'une compétence présidentielle. Autre chantier pour l'hôte de Matignon, l'épineuse réforme des retraites. Après l'installation d'un conclave entre organisations syndicales et patronales, le maire de Pau brandit la possibilité d'un référendum, là encore contre l'avis d'Emmanuel Macron. Alors, que compte-t-il faire véritablement ? Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari lui poseront la question. Enfin, 3e chantier explosif pour François Bayrou, la légalisation de l'euthanasie. Le texte, désormais distinct de celui sur les soins palliatifs, sera examiné au mois de mai à l'Assemblée et le Premier ministre n'a pas encore officiellement pris position sur ce sujet. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a révélé hier soir les noms des 2 premières prisons dites de haute sécurité. Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, 2 prisons récentes parmi les plus sécurisées du pays. 200 narcotrafiquants y seront incarcérés entre la fin juillet et la mi-octobre, soit le temps nécessaire pour procéder à quelques aménagements selon le ministre Gérald Darmanin. Ces établissements, c'est entre 4 et 5 millions d'euros de travaux chacun. Ils sont déjà des établissements pour peine, avec déjà des cours à part, avec un certain nombre de personnels déjà formés. Il faut bien sûr rendre tout à fait hermétiques les 2 établissements, renforcer les moyens, y mettre un certain nombre de personnels supplémentaires. Donc à partir du mois d'avril pour la prison du Pas-de-Calais, à Vendin-le-Vieil, on sortira les détenus qui ne sont pas concernés. On fera pendant 2 mois des formations pour les agents, une sécurité totale et les travaux. Et à partir du mois de mai-juin, les nouveaux détenus y rentreront. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier soir sur France 2. Les syndicats attentifs à la formation des agents, avertit Damien Rameau. Il est secrétaire national du SNEPAP FSU.
Premièrement, sur leur niveau des formations, c'est plutôt une mise au point et une formation continue qu'il faudra mettre en place puisque les agents sont déjà formés et habitués à recevoir ce genre de public. Deuxièmement aussi, c'est au niveau des effectifs parce qu'il a annoncé une hausse des effectifs, mais il faut aussi qu'il écoute les agents parce qu'il y aura un besoin spécifique et ce n'est pas que au niveau des surveillants, ce sera aussi au niveau des administratifs, des personnels techniques et aussi au niveau des conseillers d'insertion probation. On considère, nous, que l'isolement peut avoir aussi des effets très néfastes. On préférerait, nous, que ce soit les agents qui puissent décider avec étude de savoir ce qu'on fait après des détenus, si on prolonge, si on peut trouver une autre solution, etc. Ce sera un travail de longue haleine. Il ne faut pas juste que ça s'arrête au moment où il va ouvrir la structure et qu'après les structures soient abandonnées. Damien Rameau, secrétaire national du SNEPAP FSU avec Maxime Gondelot. Dans l'actualité ce matin aussi, ce court message audio pour saluer les fidèles. Le pape François s'est adressé aux catholiques du monde entier pour les remercier de leur prière. Première prise de parole depuis son admission à l'hôpital il y a près de 3 semaines. L'état de santé du pape François, âgé de 88 ans, décrit comme stable selon le dernier bulletin médical. Mais cette absence prolongée crée une incertitude. Le Vatican tourne au ralenti. Constat et reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Caroline Baudry. La curie qui pilote les activités de l'Église aux 4 coins du monde fonctionne, même dans l'incertitude, même sans le pape. Mais les départements liés aux activités de François, les messes, les réceptions, sa garde rapprochée sont en sous-régime, explique Hendro Munsterman, vaticaniste et correspondant permanent pour la presse néerlandaise. Un cas particulier, c'est la question diplomatie. Le Saint-Siège fait beaucoup de démarches diplomatiques, notamment en Ukraine, en Gaza, Palestine et Israël. C'est pas le pape qui le fait, ce sont des cardinaux qui le font et des archevêques et d'autres personnes qui travaillent ici au Vatican qui le font. Ça continue aussi, mais ça rend quand même moins visible parce que la voix forte du pape est absente. 3 scénarios possibles planent sur le Vatican. 1, le pape retrouve la forme et son siège de chef des catholiques. 2, il guérit mais démissionne. 3, le pape meurt. Ses obsèques et un conclave pour élire son successeur sont alors organisés. Les luttes d'influence entre progressistes et conservateurs animent déjà les couloirs du Vatican, selon le spécialiste. Avec une question, faut-il poursuivre l'ouverture de l'Église catholique, église que le pape François a bousculée durant son mandat. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome au Vatican. Et on connaît l'art de vivre à la française. Connaissez-vous l'art de vivre à la japonaise? À découvrir dans un livre. Un style Japon, ouvrage de référence sur l'esthétique japonaise. Sébastien Bordenave. À la fin du livre, un glossaire quand on sait qu'au Japon il existe un mot pour désigner le sentiment que l'on ressent quand on sort de chez le coiffeur et qu'on se sent moins beau que quand on y est entré. C'est passionnant. Style Japon, c'est surtout un ouvrage donnant l'occasion d'une immersion dépaysante dans la singularité de ce pays, sa relation au rituel. Il sera forcément question de la cérémonie du thé, mais aussi le rapport intime que les Japonais entretiennent avec la nature qui se veut harmonieuse et impermanente. Et puis, plus concrètement, le livre joint le beau à l'écriture avec des gravures du 19e siècle d'Okusai. On se prend à rêvasser devant des photos de sandales recouvertes de joncs tissés et des photos aussi de jardins au clair de lune de Kyoto. La gastronomie aussi n'est pas oubliée, le bœuf de Kobe, le poisson fugu. Un proverbe japonais veut que la nourriture soit absorbée par les 2 organes prévus à cet effet, la bouche et les yeux. Le livre n'oublie pas aussi la poésie. Dans le vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau. C'est un haïku, court l'haïku. Sébastien Bordenave, style Japon, livre signé Giancarlo Calza, c'est édité chez Phaidon. Il est très très beau ce livre, magnifique. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.